Bienvenue à tous dans un nouvel épisode podcast live d'Anywhere Uni. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Emma. Emma qui a la double casquette, donc on n'a pas besoin d'avoir deux intervenants aujourd'hui. C'est parfait puisque Emma est étudiante à IE University, donc IE, en Espagne, donc en cinquième année. Elle en parlera mieux que moi. Et puis, elle est également, depuis un an et demi, elle fait partie de l'équipe recrutement international d'IE University. Donc, ça va être parfait. On va pouvoir, dans cette discussion, avoir vraiment des informations de son point de vue d'étudiant pour mieux comprendre ce que l'université a à offrir et puis de son point de vue en tant que recruteuse, voilà, voir un petit peu les profils d'élèves que AI recrute et comment est-ce que vous, en tant que lycéen, vous pouvez vous préparer au mieux à une candidature à AI University. Alors bonsoir Emma, merci beaucoup d'être avec nous pour cet échange. Un plaisir, un plaisir. Bon, on va démarrer tout de suite et puis un petit peu d'abord pour comprendre un petit peu ton background. Est-ce que tu peux nous dire voilà d'où tu viens, on va dire du lycée jusqu'à maintenant, quel a été ton parcours? D'accord. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. Je viens de France, je suis très française, mes deux parents sont français, donc j'ai pas de profil très international. Et je viens du sud de la France, à côté, un petit village à côté d'Avignon. Et quand j'ai terminé le lycée, j'ai commencé des études à Lyon, que j'ai très rapidement arrêté pour diverses raisons. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'apprendre l'espagnol, et donc je suis venue à Madrid. Et à ce moment-là, j'ai appris à propos de l'IE, parce qu'à l'époque, on Mhm. avait la même réputation qu'on a aujourd'hui. Et au final, je me suis inscrite, et donc je me suis inscrite en double diplôme de commerce et relations internationales. Je vous expliquerai un peu après Ce que ce que c'est c'est. Mhm. exactement. Et donc, ça fait 5 ans que j'étudie à Madrid, et je suis maintenant depuis un an et demi, un an presque et demi, l'équipe de Global Market. Donc, c'est toute la partie avant admission. Donc, on fait du recrutement et on fait de la promotion aussi de l'université. Donc, voilà. D'accord. Donc, elle aussi a voyagé beaucoup et a rencontré beaucoup d'élèves. Donc, voilà. Puisque IE University est une des universités les plus internationales du monde et donc évidemment va recruter des élèves aux quatre coins du globe. Alors, même si je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont au fait et sont ici parce qu'ils ont entendu parler de IE en tant qu'université, qui est de plus en plus prestigieuse et qui grimpe dans les classements chaque année. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que c'est que IE University? Par exemple, certaines personnes pensent un petit peu que c'est une business school et c'est tout. Alors, qu'est-ce que AI aujourd'hui en 2024? Oui, alors l'IE est une institution privée qui a été créée en 1973 et qui s'appelle AI parce que en espagnol c'est Instituto de Empresa, et effectivement on a commencé comme business school. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui on a beaucoup d'autres diplômes. Donc on a du commerce évidemment, mais on a des relations internationales, on a du droit, on a du design, de l'architecture, on a des sciences environnementales, computer science. Ça, je vous invite à aller sur notre page internet. On a évidemment tous les bachelors Mhm. qui sont faits avec tous les détails. Et je pense que ce qui rend AI très attractif, c'est son accent sur l'innovation et sur l'entrepreneuriat. On a des cours dans tous les bachelors, n'importe lequel que ce soit. On a des cours sur l'innovation et sur l'entrepreneuriat. Et comme tu l'as dit aussi, Alban, le côté très international, on a plus de 130 nationalités dans les bachelors, enfin, à travers le bachelor. Et par exemple, dans ma Mhm. classe, on est 37 personnes et on a 21 nationalités. Ah oui. Oui, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, et c'est très intéressant d'étudier dans cet environnement-là. Et c'est là, ce que tu viens de donner comme exemple, c'est un élément qui est très important puisque c'est une chose de regarder le pourcentage d'étudiants internationaux dans une université, mais c'est toujours important d'aller voir quelle est la répartition de ces étudiants internationaux parce qu'il y a une différence entre dire bon, on a 30% d'étudiants internationaux mais ils viennent tous de deux pays ou on a 30% d'étudiants internationaux mais on n'a pas plus de 5% qui viennent du même pays et au final on a une vraie diversité dans les profils de nos étudiants internationaux, ce qui est le cas de Oui, d'AI. oui, il y a une vraie diversité dans les Mhm. études. Je pense que dans mes amis, on n'est pas beaucoup à être. Il y en a, j'ai une copine de France, mais le reste, c'est tous des pays différents.
Et également, nos professeurs sont très internationaux. C'est pas Mhm. seulement des Espagnols, c'est pas seulement des Anglais, c'est pas seulement des Américains. Donc, on a vraiment des professeurs aussi qui représentent une diversité au sein de Mhm. l'IE. Mais c'est vrai qu'on se demande parfois quelle est la formule magique qui a fait qu'une université si jeune, hein, puisque comme tu disais, c'est pas une université qui date d'il y a de 100 ans ou plus, a réussi à grimper aussi vite en termes de réputation, de prestige. Et effectivement, je pense que c'est ce côté un peu université du futur. Ils ont trouvé la bonne recette entre le côté entrepreneurial, innovant, des programmes voilà, très flexibles, assez ouverts, très internationaux. En tout cas, ça fonctionne. Et tout est offert en anglais. Alors, toi, tu étais venu à Madrid pour apprendre l'espagnol et au final, tu t'es retrouvé dans une université à étudier en anglais. Oui, alors du coup, je voulais apprendre l'espagnol parce que je parlais déjà anglais. Et oui, effectivement, tout est en anglais parce que pour cette internationalité, l'anglais, c'est la langue du business. C'est la langue qui est parlée universellement, pardon. Euh, et du coup, tous nos bachelors sont en anglais, effectivement. Et quand vous rentrez à l'IE, il faut savoir que un niveau d'anglais est requis. Je vous en parlerai un peu plus tard également. Mais oui, tout est en anglais. Et par contre, l'espagnol n'est pas obligatoire pour entrer Du tout. à l'université du tout. Mais on est demandé de l'apprendre pendant Ah, les années d'accord. où on est à l'IE. Donc, Pas les cours d'espagnol officiellement. sont obligatoires pendant le cursus? Voilà, en fait, si ils sont pas vraiment obligatoires, ils sont optionnels, mais on sait que l'élève va automatiquement les prendre s'il ne parle pas Mhm. espagnol. Et en un an ou deux, et puis après, il le pratiquera Ouais. durant ses années à l'IE. Donc voilà. Pardon. Est-ce que tu dirais que c'est un petit handicap de ne pas parler un mot d'espagnol en arrivant à IE? Alors, en arrivant à l'IE, non, parce que tout notre staff parle anglais, ce qui est très important aussi, parce que quand on arrive dans un nouveau pays, ça peut être impressionnant, Mm. pas savoir la langue, etc. Nous, on a tous nos services qui sont en anglais. Si vous avez des problèmes pour le logement, etc., on a un Student Services aussi qui peut vous aider pour vous installer, pour appeler je sais pas, votre landlord si vous avez besoin, etc. Euh, L'handicap, ça va être dans votre vie de tous les jours une fois que vous serez à l'extérieur, parce que effectivement en Espagne, ça parle espagnol et que l'anglais, l'espagnol, il va falloir Mm. l'apprendre sur vos années. Mais au sein de l'IE, pour les études, vous n'aurez pas de problème. D'accord, super. Bon, on parlera effectivement des critères de sélection et donc le test d'anglais en fait partie un petit peu plus tard. Je vais d'abord démarrer par une question qui m'intéresse vraiment plus personnellement, c'est que c'est assez unique ce format de pouvoir faire des doubles bachelors. On connaît parfois les doubles bachelors entre deux universités où on va faire 2 ans dans une, 2 ans dans une autre et puis avoir deux diplômes de deux universités, ce qui semble assez rationnel dans la tête des gens et c'est vrai que pour les élèves et les familles, ça se comprend assez bien. Euh, j'ai toujours été un peu curieux de me dire, mais comment est-ce que, pourquoi faire un double bachelor déjà? Et puis, voilà, est-ce que, quel profil d'élève va aller vers ce type de format? Euh, voilà. Comment est-ce que toi, Alors, comment c'est passé pour toi, par exemple? oui. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que c'est un système très espagnol. Donc déjà, il faut savoir que nos bachelors simples, seulement un bachelor, ça va être en 4 ans et pas en 3 ans comme en France, parce qu'en Espagne, c'est 4 ans plus un an de master et non 3 ans plus 2 ans de master comme en France. Mhm. Donc ça, c'est la première particularité de la France et de l'Espagne, c'est que les bachelors sont un peu plus longs qu'en France. Et vous pouvez aussi choisir de faire encore plus long en faisant 2 bachelors. Et ces 2 bachelors, ça veut dire que vous les faites en 5 ans. Et à la fin, vous terminez avec un bachelor, dans mon cas, par exemple, en business et en relations internationales, ce qui permet de doubler ses opportunités de carrière. C'est-à-dire que dans mon cas, encore une fois, c'est un exemple, mais on a beaucoup de différents doubles bachelors, je vous expliquerai. Mhm. Mais moi, j'aurai l'opportunité de travailler dans tout ce qui est le business. Donc, si je veux m'orienter vers de la finance, du marketing, des ressources humaines, etc., je peux. Mais je peux aussi m'orienter vers des relations internationales, ce qui va être diplomatie, politique, travailler pour des ONG, etc., etc. Je pourrais aussi le faire si je le souhaite. D'accord. Donc ça vraiment, ça ouvre les deux, les, les, Les deux les deux possibilités. possibilités. Et il faut savoir que en général, les bachelors
communiquent assez bien. C'est-à-dire que, par exemple, on a ouvert un nouveau bachelor cette année qui va être Business et Fashion Design. Donc, ce qui, moi, me paraît extrêmement intéressant parce qu'au final, vous aurez toutes les carrières du business, mais vous aurez aussi la carrière artistique et la capacité de pouvoir travailler dans n'importe quelle entreprise de mode, de vendre votre propre produit si vous le souhaitez, de faire du marketing de mode, etc., etc. Oui, Euh, d'aller allier tout de suite les deux industries, une industrie avec une expertise, ou voilà, et au final, une double casquette qui n'est pas juste deux voies possibles, mais plutôt une possibilité de combiner les forces sur un rôle précis, quoi. ouais, et je l'ai notamment expérimenté plus ou moins en cherchant du travail, etc. On m'a plusieurs fois dit, ah, mais c'est super intéressant parce que, par exemple, pour développer un marché, nous, on a besoin de quelqu'un qui connaisse les relations internationales, par exemple. Ou, je ne sais pas, si vous voulez travailler pour le gouvernement européen et qu'ils ont besoin de quelqu'un spécialisé dans l'économie, bah, vous avez la casquette relations internationales et aussi dans l'économie. Encore une fois, je parle de business et relations internationales parce que c'est Oui, mais ce que c'est je ton cas. fais. Mais on a, par exemple, on a business et computer science. On a droit et relations internationales. On a, ben, comme j'ai dit, business et design ou business et fashion design. Donc, on a plein de différentes combinaisons qui, moi, me paraissent super intéressantes. Les doubles diplômes ne sont pas faits pour tout le monde, par contre, je tiens à dire, parce que c'est un peu plus long. Donc, il faut savoir qu'il faut aimer étudier déjà. Ouais, parce que Et on 5 ans pour un bachelor, faut en vouloir. Bon, voilà. Et il faut aussi savoir qu'il y a un peu plus de cours par jour parce Mm. qu'il faut compléter les cours des deux bachelors. Euh, donc, je dirais que c'est pour des élèves qui sont assez curieux, qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire et qui ne veulent pas se fermer de porte trop tôt et qui sont assez motivés en classe Mm. aussi. C'est important. Donc, voilà, je pense que ça serait ce type d'élève. Et est-ce que ça arrive d'avoir des élèves qui démarrent sur un double diplôme et qui switchent sur un diplôme simple? Oui, alors la possibilité à l'IE, c'est de commencer un double diplôme et d'arrêter un D'accord. des doubles que vous êtes en train de faire, mais il faut le faire assez rapidement et en général, les élèves savent assez vite Mm. s'ils aiment ou pas, le double diplôme et s'ils sont capables de le faire pour 5 ans. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on aime parce qu'on ne veut pas que nos élèves se questionnent encore sur ce qu'ils devraient faire une fois qu'ils rentrent dans leurs études. Mm. Donc, c'est pas le cas idéal et en général, c'est pour ça qu'on fait un processus d'admission aussi long. Et je sais que moi, par exemple, pendant mon entretien de l'IE, pour rentrer à l'IE, Mhm. j'avais eu un retour de la personne qui m'a Ouais. fait l'entretien, pardon. Euh, Cette personne m'avait dit, parce que j'étais très basée politique et je voulais faire sciences politiques, et il m'avait dit, regarde la relation internationale parce qu'il y a la politique, mais il y a aussi tout ce que tu me parles à Mm. côté dans ton entretien. Ça va très bien dans le diplôme de relations internationales, donc regarde aussi celui-là. Et effectivement, c'est ce que j'ai choisi après. Donc, tout ça pour dire que notre processus d'admission est assez complet pour qu'on connaisse nos élèves et on sache ce qui va Oui, ce leur qui va être le meilleur profil pour eux. plaire. Ouais, parce que donc c'est un peu plus intense, parce qu'effectivement, on va aller digérer 2 fois 4 ans d'études, entre guillemets, en 5 ans presque. Donc, il faut être capable de suivre. Et donc, tu dirais de ton expérience que, effectivement, en termes d'opportunités pour se démarquer sur le marché du travail, euh, que les élèves qui ont ces doubles diplômes ont un avantage compétitif par rapport aux autres? Oui, je pense un Pas bachelor, choix simple. Mm. oui, c'est sûr. C'est sûr parce qu'on a ajouté toute une connaissance nouvelle aussi Mm. et que on est capable de combiner deux connaissances pendant 5 ans, enfin même une multitude de connaissances parce que aussi je voulais ajouter à l'IE nos cours sont très larges, c'est-à-dire que dans un bachelor vous allez voir beaucoup de matières différentes. Encore une fois, en design, vous allez aussi avoir des cours de business un petit peu, euh, parce qu'on veut que nos élèves ils soient capables de faire un peu tout ce qu'ils veulent Mm. après. Donc, il y a une amplitude de matière qui est assez intéressante à l'IE, je trouve, et qui permet aujourd'hui, par exemple, je suis en 5e année, donc dans ma classe, on est en train de tous de chercher, de trouver un travail. Mhm. Euh, et je crois qu'il n'y a personne qui va ni travailler dans la même entreprise, ni dans la même position, ni dans le même pays, par exemple. Donc, c'est très intéressant d'avoir toute cette amplitude de matière qui nous permet de faire toute cette amplitude de travail Mm. après.
Et si on parle de l'enchaînement sur une poursuite d'études avec un master, donc par exemple, que ce soit après un simple ou un bachelor double, on voit qu'effectivement, c'est soit 3 ans, soit 4 ans un peu partout dans le monde, hein, ça dépend des pays. Mais parfois, le fait d'avoir fait un bachelor en 4 ans permet d'accéder à un master en 1 an, notamment en France. Bon, au Royaume-Uni, ils proposent pas mal de masters en 1 an aussi. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui joue et qu'en général, le fait d'avoir fait IE, les élèves peuvent accéder à des masters en 1 an par la suite? À l'IE, on propose des masters en 1 an. D'accord. Euh, Après, je crois que c'est vraiment cas par cas, Hmm. en fonction des écoles. Donc ça, je recommanderais de prendre directement, si vous savez déjà que vous voulez faire un master et que vous préférez le faire en 1 an, Hmm. après l'IE, soit se renseigner sur les masters espagnols parce qu'ils sont en 1 an, que ce soit à l'IE ou à l'extérieur, Hmm. en Espagne. Euh, Soit de s'orienter directement vers les écoles, si c'est en France, si c'est en Italie, si c'est dans d'autres pays, Ok. s'orienter directement vers les écoles. Ok, super. Alors on va parler un petit peu maintenant des campus. J'ai eu la chance de passer l'année dernière, de passer quelques jours sur le campus de Segovia et la tour à Madrid. Euh, Autrefois, il y avait qu'un campus, maintenant il y en a deux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces options? Est-ce que les étudiants peuvent choisir? Est-ce qu'ils peuvent faire 4 ans dans l'un ou 4 ans dans l'autre? Est-ce que c'est en hybride? Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors en gros, on a deux campus. Donc Ségovie, c'est un campus qui est à 30 minutes de Madrid en train seulement. On pense souvent que Ségovie, c'est très loin, mais c'est pas très loin. C'est un petit village. Et en fait, le campus est un ancien couvent du XIIIe siècle. Il est assez impressionnant. Il est L'IE, magnifique. Ouais. il est d'ailleurs, on a notre diplôme, on va recevoir notre diplôme dans la cathédrale de Ségovie, donc c'est très sympa. Mais oui, c'est un campus qui est beaucoup plus tourné vers la nature parce qu'on est en campagne, ça va être dans une petite ville, donc les gens, enfin les étudiants de l'IE vont être amenés à se rencontrer dans la rue, vont être amenés à se rencontrer dans les différents bars ou restaurants de Ségovie. Ou quand ils vont faire leurs courses, etc. Et Après, c'est eux qui animent la ville, quoi. exactement, c'est eux qui animent la ville. Quand il y a quelqu'un qui est assez jeune, en général, c'est quelqu'un de l'université, donc c'est assez sympa. Hmm. Euh, et il y a le campus de Madrid. Donc le campus de Madrid, c'est la tour, très high-tech, c'est très impressionnant. Et c'est dans le quartier des affaires de Madrid aussi, il faut le savoir. Donc les gens n'habitent pas forcément autour de la tour. Quelques-uns, oui, mais en général, les gens habitent dans le centre de Madrid, sur la ligne 10 et 1, pour ceux qui pensent déjà à venir, c'est un petit type. Les gens en général habitent dans Madrid et font les allers-retours entre la Tour et Madrid. D'accord. Euh, et la division des élèves entre les deux, c'est que vous pouvez commencer par Ségovie en faisant 1 an ou 2 à Ségovie et puis aller à Madrid ou tout faire à Madrid. Ça dépend un peu des bachelors. Architecture, par exemple, se passe entièrement à Ségovie parce qu'on a les ressources. L'infrastructure, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, Ça dépend un peu des bachelors, il faut un peu regarder au cas par cas, mais en général, c'est comme ça, c'est 1 ou 2 ans à Ségovie, le reste à Madrid, ou tout à Madrid, vous choisissez. Mon expérience personnelle, c'est que moi, j'ai fait absolument tout à Madrid parce que je viens d'un village. Donc quand j'ai vu Ségovie, il y avait un peu trop d'arbres à mon goût. T'as eu Et assez de villages pendant ta vie? oui, voilà, à ce moment-là, j'étais là, non, on va prendre la ville. Je suis désolée, c'est très joli, mais j'ai connu ça toute ma vie. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis à l'IE et je recommande fortement d'aller à Ségovie parce que c'est un environnement que vous n'aurez nulle part ailleurs pour Ah, une université. je suis 100% d'accord. C'est Ouais, incroyable. ouais. Très privilégié. Et ça vous permet de vous adapter aussi quand vous avez 17, 18 Mm. ans, vous adapter à la vie universitaire dans un nouveau pays avec des gens qui viennent de partout. C'est assez familial, c'est très cocooning. Les professeurs en plus voyagent entre Madrid et Ségovie, c'est les mêmes professeurs, ça c'est important de le dire aussi. Et les professeurs, quand ils voyagent, ça veut dire qu'à Ségovie, ils ont un peu plus de temps parce qu'ils y restent la journée, etc. Madrid, ils ont leur vie, donc ils rentrent à la maison, etc. Donc, les professeurs sont aussi un peu plus attentifs, je pense, aux gens de Ségovie. Euh, et une fois que vous avez fait 2 ans à Ségovie, vous intégrez Madrid. De toute façon, vous allez avoir vos 2 ans à De toute Madrid. façon, vous avez l'expérience de Madrid et cette division-là, ça vous permet de vous intégrer à l'université sans trop de problèmes
en ayant la vie un peu facile à Ségovie. Et pas que vous trouvez enfin, que vous allez chercher un emploi, chercher un stage, etc. Vous avez la possibilité de le faire à Madrid. Et là, vous vivez dans la tour et vous intégrez les classes des personnes de Madrid. Et petite anecdote, les gens de Ségovie restent amis très longtemps. Ils habitent ensemble. Par exemple, dans mon groupe de classe, on a des gens de Ségovie qui ont toujours un groupe WhatsApp que des gens de Ségovie. Non, mais c'est ça. Je pense que pour se faire des amis, pour atterrir, pour la transition, pour les chances de réussite en première année, je pense que c'est effectivement un choix très stratégique que je recommande toujours fortement aux élèves. Je pense qu'il faut aller voir le campus pour comprendre. C'est Euh, ça. Parce que ouais. c'est vrai que ça, c'est pas très attrayant quand on en parle avant. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des profils, parce que comme moi, j'ai intégré l'université un peu plus âgée, j'avais toujours vécu en campagne, etc. Ségovie ne m'a pas attirée. Mm. Maintenant, si vous avez toujours vécu dans la vie, c'est peut-être le moment aussi d'expérimenter La vie de campus. la vie de campus, et c'est très sympa et je le recommande fortement, malgré le fait que je n'y suis pas allée. Ok. Donc, super. Et donc, au niveau vie sociale, activité, Ouais. Freshers Week, semaine d'intégration, etc. Est-ce que l'offre est à peu près similaire dans les deux? Quels sont le type d'associations qui existent? Est-ce qu'il existe des clubs sportifs, Alors, par où commencer? Vous avez une Fresher Week quand vous Ouais. arrivez, forcément. Vous rencontrez les gens de Ségovie, vous rencontrez les gens de Madrid, etc. Vous voyagez entre les deux campus. Vous avez des activités partout dans Madrid, etc. Et vous avez la possibilité de participer au Club Fair. Club Fair, ça va être une grande salle où vous avez tous les différents clubs de l'IE. Et on en a plus de 130 à l'IE. Donc, on a des clubs qui sont un peu plus fun que d'autres. Par exemple, Cooking Club, Dancing Club, je sais pas. Oui, il y en a plein d'autres. Il y a Root Club, etc. Et on en a qui sont un peu moins fun, mais qui sont très bien aussi. Par exemple, Finance Club, Marketing Club, et tout ça, c'est un peu ceux qui vous permettent de faire du networking. Voilà, mettre le pied à l'étrier pour commencer à faire du réseau, à inviter des gens pour des événements, etc. Exactement. C'est des événements qui sont en général très intéressants. Par exemple, je sais que on a un financing club et ils sont allés dans la tour de KPMG à côté de l'IE pour une journée avec quelqu'un qui travaille à KPMG. Donc, c'est très intéressant. Mm. Maintenant, c'est pas le plus fun, effectivement. Il y en a qui aiment ça. Pour la vie sociale à l'IE, on a des événements qui sont très sympas. Donc, ça veut dire que chaque club organise ses propres événements. Euh, et vous pouvez participer à tous, même si vous ne faites pas partie du club. Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, Aussi, si votre passion n'est pas représentée par un club, vous pouvez créer votre propre club. Vous avez besoin de 6 de vos amis qui signent un papier. C'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous avez un papier avec vous, vous avez votre propre club et vous pouvez créer des événements, etc., etc. Donc la vie est très active. Et aussi, on a une application qui s'appelle Campus Connect, où on a jour par jour toutes les activités qui se passent à l'IE et vous pouvez juste join l'événement et y aller ou pas si vous êtes sur la tour ou si vous êtes à Ségovie, etc. Alors toi, tu as démarré il y a 5 ans, donc les choses évoluent très très vite, mais est-ce que tu dirais qu'en arrivant sur le campus, parce que sur le campus de Ségovia, je me fais pas trop d'inquiétude pour les élèves sur le fait que quoi qu'il arrive, ils vont rencontrer du monde, ils vont se faire des amis, ils vont développer leur vie sociale. Est-ce que tu dirais que sur le campus de Madrid, il y a un effort un peu particulier à faire pour justement rejoindre des clubs, pour sortir, parce que le risque d'aller habiter dans Madrid, de venir faire le trajet juste pour les cours, ce serait quoi tes conseils là-dessus sur des élèves qui démarreraient à Madrid? Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau quand on commence à Madrid. Donc, au final, ça se goupille assez bien. Si on veut prendre un verre après les cours, on se le dit, etc. C'est vrai qu'il faut être un peu plus outgoing. Il faut être un peu Mhm. plus. Il faut un peu plus se Un débrouiller, peu je plus pense. sociable, un peu plus, ouais. Ouais, un peu plus social, un peu plus sympa. Ça se fait moins naturellement, mais ça se fait très bien aussi. Enfin, ça se fait très bien aussi. Ça dépend aussi si vous habitez dans des résidences ou dans des appartements. Si vous habitez dans une résidence, vous allez habiter avec des gens de lieu ou pas. Et là, vous pourrez avoir des amis. Et dans des appartements partagés également. Donc,
Donc non, la vie à Madrid est aussi extrêmement active. Ça se Donc fait assez vite. voilà. Et alors, je vais en profiter pour faire une transition sur le logement. Comment ça se Mhm. passe dans l'un et l'autre des campus? Est-ce qu'à Ségovia, il y a une chambre garantie, entre guillemets, et puis à Madrid, est-ce qu'il y a aussi des résidences étudiantes ou est-ce qu'il faut aller en chercher ailleurs? Notamment pour les élèves en première année. Oui, alors du coup, on a deux campus. Donc celui à Ségovie, on a une résidence qui a 120 places. Donc c'est très peu pour le nombre d'élèves qu'on a. Donc si vous n'êtes pas dans les premiers admis, je ne compterai pas trop sur cette résidence. Mais on a aussi des résidences dans Ségovie. Et vous avez aussi des appartements dans Ségovie. Donc une fois que vous avez, et Madrid, c'est la même chose. Enfin, il y a des résidences et des appartements dans les deux villes. Et pour trouver ces résidences ou appartements, vous avez deux sites internet. Vous avez, euh, euh, comment il s'appelle, celui de l'IE? Ah, je me souviens plus. Si, je sais. Il y en a un à l'IE. Bon, si vous trouvez le Ok. logement Housing AI Housing, University, ok. une application qui a été développée par des anciens élèves de l'IE qui vous mettent en contact avec les résidences et qui vous mettent en contact aussi avec des élèves qui ont par exemple une chambre de libre dans leur appartement. Donc ça, c'est assez bien. Et on a aussi un autre site internet qui s'appelle Idealista, qui est commun à toute l'Espagne. Et ça, ce sera pour travailler, pour chercher des appartements partagés ou des appartements seuls. Voilà, donc Ok. Idealista. Et ça va me revenir à la fin. Mais C'est, il y a combien d'élèves ce que j'aurais dû poser au début, il y a combien d'élèves sur chaque campus et puis donc en tout sur l'IE? à Ségovia, ils sont 2000 et à D'accord. Madrid, ils sont 6000. Ok. C'est un peu plus impressionnant. Mais ça reste une petite école pour, Mhm. euh, enfin, je sais que d'autres universités ont beaucoup plus d'élèves sur les campus. Donc, voilà. Donc il y a pas de logement dans la tour IE. Non, il n'y a C'est pas vraiment de dans, gens dans la dans tour. les Ouais, classes. c'est bon, j'ai l'impression. On se dit, il y a de la Mais place. je le recommande pas forcément parce que c'est pas le quartier le plus fun. Ouais, ouais, c'est pas le quartier le plus fun. Et puis vivre dans une tour toute l'année. Voilà. Ok. Alors, sur les 4 ans, est-ce qu'il y a des opportunités c'est quoi les opportunités de stage? À quel rythme? Est-ce que ça démarre dès la première année? Est-ce qu'il y a des possibles opportunités d'échange avec d'autres universités? Je viens juste de me rappeler du site Ah, internet. Ça s'appelle Beyond Campus. Beyond Voilà, bon, Campus. Ok, Beyond Campus. super. Parce que c'est quand même important si Euh, alors, les opportunités de stage, c'est très intéressant parce qu'à l'IE, quand on rentre à l'IE, on a une career advisor. Mhm. Cette personne va être responsable de vous pendant 4 ans ou 5 ans pour toute votre carrière à l'IE et un an après que vous ayez votre diplôme. Donc, par exemple, moi, je termine cette année, j'aurai encore cette aide l'année prochaine. Si j'ai besoin, je peux lui envoyer un email. Elle est Super. encore responsable de moi. Je dis elle parce que pour moi, c'est une fille, mais Mhm. il y a d'autres personnes dans l'équipe. Mhm. Euh, Et en première année et deuxième année, on va pas être très intéressé par cette personne, mais elle va quand même doucement nous amener à faire notre CV, une lettre de motivation, faire des interviews, enfin des entretiens d'embauche qui sont pas réels, mais où elle demande les pires questions qu'on Mhm. veut pas en entretien d'embauche pour nous préparer. Quand on arrive en troisième année et en quatrième année, on a accès à un site internet qui s'appelle Talent and Career à University. Enfin, c'est une plateforme où chaque nouveau job qui arrive et upload chaque semaine. C'est-à-dire chaque semaine, il y a des nouveaux jobs qui sortent, des nouveaux stages, etc., etc. Et nous, on a accès à cette plateforme où il y a déjà enregistré notre CV et notre lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, des fois, il faut un peu la Et changer. est-ce qu'on parle de job étudiant et d'offre de stage ou de job post-diplôme? Les deux, tout. D'accord. Et en Espagne seulement? La plateforme nous dit, vous êtes éligible, vous n'êtes pas éligible. Si on est éligible, on a le bouton Apply Now et ça envoie directement notre CV. Et c'est global ou c'est seulement sur la région de Madrid? Non, c'est global et aussi c'est adapté à votre diplôme. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une plateforme pour business et une plateforme pour relations internationales. Ah, super. Les gens qui sont en data vont avoir d'autres newsletters, parce qu'on les reçoit aussi dans nos emails, Mhm. euh, vont être basés sur du data. Et après, bon, bah, forcément, il y a des jobs qui vont pour tous les diplômes, Mhm. ils apparaissent dans chaque newsletter. Et il faut savoir aussi qu'en première année, deuxième année, on sait que bon, on n'est pas trop à la recherche de job,
les entreprises ne nous prennent pas parce qu'on est trop jeune ou on n'a pas assez d'expérience, etc. Donc, l'IE a mis en place quelque chose qui s'appelle les labs. Les labs, il y en a plusieurs sur plusieurs disciplines. Et en fait, c'est un stage dans l'IE où une entreprise extérieure vient nous présenter un projet qu'ils ont besoin qu'on fasse. Par D'accord. exemple, moi, j'ai fait Innovation Lab et on a travaillé pour AXA Insurance. Donc, oui, les assurances AXA, ça existe en France. Ça existe en France aussi. C'était la compagnie espagnole, Mhm. le bureau Espagne qui était venu et qui nous avait dit on a besoin que vous fassiez une campagne de pub pour nous amener des clients un peu plus jeunes. Parce que les jeunes, en général, ils ne comprennent pas ce que c'est. On s'en fout un peu des assurances. Du coup, ils voulaient qu'on ramène un public plus jeune en termes de clients. Et donc, on a été supervisé par un professeur de l'IE pendant 6 mois et on a présenté à la fin le projet aux clients AXA. C'était très impressionnant. Moi, c'était pendant Covid, donc la présentation était en ligne, mais maintenant, c'est en face-to-face, donc c'est un peu plus impressionnant encore. Et c'est une très bonne opportunité de mettre sur votre CV, quand on n'a pas d'expérience, c'est une première Ah ouais, très c'est bonne top, que ce soit pour le réseau, pour l'expérience, à tous les niveaux. expérience. Ouais. Non, c'est très bien fait, et surtout qu'on sait que les premières et les deuxième années, les stages, c'est compliqué d'en avoir, etc. Mm. Donc voilà, vous avez là l'opportunité de choisir entre plusieurs stages. Super. Et au niveau des échanges, est-ce que c'est quelque chose de commun d'aller faire des échanges pendant un semestre? Est-ce que c'est un semestre? Est-ce que c'est un an? Ou est-ce que les élèves, comme ils viennent déjà d'ailleurs, ils bougent plus trop? Non, il bouge beaucoup. Les stages, ça dépend des diplômes, mais c'est entre 6 mois et un an. En général, les BBA, par exemple, peuvent faire un an d'échange, mais en général, les gens font 6 mois d'échange et 6 mois de stage quand c'est comme D'accord. ça. Donc moi, je dirais que l'échange se limite à 6 mois. Et on a plus de 200 universités partenaires. Donc, il y a vraiment le monde entier. Mhm. Moi, personnellement, je suis allée en Colombie, à Bogota, pendant 6 mois, parce que je voulais terminer d'apprendre l'espagnol de niveau professionnel. Du coup, je voulais avoir mes cours en espagnol et j'ai toujours été attirée par la Colombie, donc je suis allée en Colombie. Maintenant, il y a des universités en France, il y a Sciences Politiques, au Canada, je sais qu'il y a HEC Canada, enfin, aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi. Mm. Euh, et on en a aussi de l'autre côté du monde, genre en Asie, en Chine, au Japon, etc. Donc, super intéressant et une expérience que je recommande, même si notre famille est déjà voyageuse, je Mm. recommande d'aller en Et échange. ça ne rallonge pas le diplôme, du coup. C'est 6 mois qui Non, s'intègrent. non, c'est Quatre. intégré. C'est Super. intégré. Ça, c'est important de le dire parce que parfois les élèves se disent ah, bah, c'est 4 ans à IE, mais ils se rendent pas compte qu'en allant au Royaume-Uni, au final, c'est 3 ans. Mais s'ils veulent faire un stage ou un échange, ça va rajouter de toute façon une année Ah oui, c'est rajouté. Ok. en Oui, 3 non, ans. non. Mm. Et quand les élèves font des stages en général, parce que nous, les stages, c'est un peu différent que la France, ils sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés. Et moi, je connais personne dans ma classe qui n'a pas fait de stage. Mm. Et on le fait en général ou pendant ces 6 mois, parce qu'on peut choisir entre l'échange ou le stage, ou alors, ou pendant l'été, parce qu'on a 3 à 4 mois d'été. Et les gens, en général, soit ils vont dans un autre pays, soit ils restent en Espagne, soit ils vont dans leur pays d'origine. Ou alors, vous pouvez aussi le faire, comme moi par exemple, vous pouvez le faire pendant vos études en quatrième et cinquième année. Vous pouvez le faire pendant vos études. Avant, non, parce qu'on veut que Mm. les élèves se concentrent sur leur diplôme. Mais à partir de la quatrième, cinquième année, vous pouvez le faire pendant que vous faites vos études. Ok. Alors, dernière petite question avant de passer au côté admission, candidature et puis finance. Euh, Comment ça se passe? Il y a des systèmes universitaires où il y a beaucoup d'élèves acceptés en première année. Bon, l'exemple ultime de ça, ce serait la France qui prend tous les élèves, par exemple, à l'université s'ils ont le bac. Et après, il y a un énorme écrémage avec plus de la moitié de la promo qui va être éliminée en fin de première année. Il y a un entre-deux avec des universités comme aux Pays-Bas où on a ce qu'on appelle le BSA qui va éliminer entre 10 à 20% des élèves en fin de première année qui vont pas pouvoir redoubler, qui vont être exclus du programme. Et puis, on a des universités qui sont beaucoup plus sélectives au Royaume-Uni, aux États-Unis où là, le fait que ce soit si sélectif à l'entrée, l'objectif, c'est vraiment que 100% des élèves arrivent au bout du diplôme et il n'y a pas de perte, entre guillemets, en première année. Où est-ce que se situe IE? Est-ce que c'est
une ouverture un peu plus large pour donner la chance aux élèves d'entrer dans l'université, puis après, il faut faire ses preuves sur place, ou est-ce que c'est une sélection plus forte à l'entrée avec un très fort taux de réussite, du coup, par la suite en fin de première année? C'est une sélection plus forte à l'entrée. Et c'est pour ça aussi qu'on a un processus d'admission aussi long. Bon, il n'est pas si long, mais qui demande quand même beaucoup des Multiples élèves. étapes. Oui, multiples étapes. Ça va, il est faisable, hein. Il y a pas de pas faire peur. Mais c'est pour ça aussi qu'on prend soin d'analyser si l'élève a des bonnes notes, si l'élève a été motivé à faire d'autres activités à l'extérieur dans sa vie. Bon, je raconterai après le processus d'admission, mais c'est pour ça que le processus est aussi intense aussi, parce qu'on veut une sélection déjà avant, et on veut être sûr que nos élèves soient dans le bon diplôme, encore une fois, qu'ils soient pas on veut pas qu'ils arrivent le premier jour en se disant ah je suis pas sûre que que c'est le diplôme qui pour moi. On veut que l'élève arrive et qu'il se dise ah bah c'est bon, c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant j'ai juste à travailler mes matières et c'est parti quoi. Donc, objectif, rétention 100%. Oui, maintenant il y a toujours des exceptions. J'ai pas de nombre par an. Mm. Je sais que dans ma classe, personne n'a abandonné, à part une qui a changé de diplôme, enfin qui est retournée en première année pour faire un autre double diplôme. Donc ça arrive, Qui est évidemment. toujours à IE. Donc, ouais. Qui est toujours à l'IE d'ailleurs, qui termine cette année. Donc, voilà. Mais forcément, ça arrive pour n'importe quelle raison, que ce soit familiale, que ce soit personnelle. Enfin, ça arrive, mais très peu à l'IE. C'est pas du tout Ouais. 10% de la classe qui va s'en aller, non, pas du tout. Ouais, super, bon, très bien. Bon, ça nous fait une belle transition vers le type d'élèves qu'IE cherche à recruter. Qu'est-ce que IE regarde? Voilà, donc, il y a des pays qui ne regardent que les bulletins, il y a des pays qui ne regardent que les notes du bac, il y a des pays comme les États-Unis qui ont une approche plus holistique où ils vont chercher à prendre tout le profil de l'élève, ses activités, sa personnalité, etc. Qu'est-ce que vous regardez à l'IE pour sélectionner vos élèves? Alors, l'IE a un processus d'admission qui est en plusieurs étapes. La première étape, ça va être un dossier. Le dossier va être composé d'un CV parce qu'on va regarder ce que vous avez fait dans votre vie. Et là, tout compte. C'est-à-dire vos activités extrascolaires, que ce soit sportives, artistiques, il faut les mettre. Si vous avez fait des stages d'observation, si vous avez fait des échanges linguistiques, très important aussi. Si vous avez fait du volontariat, très important aussi. Donc ça, c'est pour la première étape, ça va être le CV. Ensuite, ça va être les notes. On demande les notes dont le bac. Si vous n'avez pas encore le bac, on le sait, c'est normal. Vous mettez vos notes jusqu'à ce que vous les avez. Et dans le processus d'admission, après, vous nous les enverrez par mail. Et on demande une mention bien minimum au bac. Ensuite, on demande 2 lettres de recommandation de professeur. Et on demande, je vais regarder la liste, il manque une chose. Oui. Est-ce que tu sais en équivalent IB ce que vous demanderiez pour IB? ouais, en équivalent IB 14, vous avez à peu près un élève qui a un dossier à peu près aux alentours de 14 à partir de la seconde, troisième? Oui, on regarde seconde, première, terminale. Terminale. Donc, on va dire sur tout le lycée, Voilà. profil autour de 14 peut tout à fait tenter sa chance. Un élève qui aurait peut-être 11 de moyenne sur seconde, première, terminale, c'est peut-être pas la peine de tenter. Voilà. Trop Par loin. contre, une progression, je recommande quand même de tenter. Voilà, Par donc exemple, un si élève qui 12, 13, 14. voilà, si vous avez augmenté sur les années, il y a pas, je vous recommande quand même d'essayer au moins. Mhm. Parce qu'on va faire attention à la progression de l'élève et aux remarques, etc. D'accord. Et on a aussi besoin d'un test d'anglais si vous n'avez pas étudié les 2 dernières années en anglais. Ah oui, et le minimum pour le IB, Oui, pour c'est l'IB, ouais. 32. C'est pardon, combien? 32? 32 avec un average 36. 32, 32 Ah, donc 32 avec un donc, average, c'est-à-dire 32 sur le... 32 sur IB, et en gros, nos élèves, plus ou moins, ont 36 en général. D'accord, en général. Mais Par exemple, comme de 32 pour commencer à tenter, quoi. s'ils veulent s'ils veulent rentrer dans un double, je conseillerais d'avoir un 36. C'est plus sélectif les doubles? J'aurais pensé Oui. il y avait peut-être moins de demandes et du coup c'était peut-être plus... Non, C'est c'est plutôt plus sélectif. D'accord. ouais, ouais. Et d'ailleurs, on peut mettre 3 choix dans Oui,
processus. Donc, moi, je conseille de toujours tenter les doubles si vous êtes intéressé par un double, de toujours tenter les doubles et de mettre les simples après si vous êtes aussi intéressé par des simples. Ça, c'est Maintenant, super, parce que du coup, voilà, il y a pas cette peur de se dire, bah, si je tente un double et que du coup, je suis pas pris à cause de ça, il y on a- peut tout à fait mettre des doubles et il y a 3 choix en tout. Donc, Exactement. OK. Donc, ça vous permet d'avoir d'autres options si jamais et de faire un des diplômes du double que vous avez choisi. OK. Donc, tu avais commencé à démarrer sur la question de la langue anglaise. Donc, Oui. un élève qui a étudié 100% en anglais, par exemple un IB en anglais en grade 11, grade 12, donc première terminale, n'aura pas besoin de donner de test de langue anglaise. Non. Et un élève qui a étudié dans un système français, même, disons il aura toujours à donner un test, même s'il avait un passeport, par exemple, anglophone, ou s'il avait vécu dans un pays anglophone avant. Est-ce qu'il y a des exceptions? Il y a des exceptions, évidemment. S'il y a une preuve qu'il a parlé anglais, qu'il parle anglais avec ses parents, etc., il n'en aura pas forcément besoin. D'accord. Maintenant, Un, c'est au cas par voilà, cas. un natif peut essayer de prouver, enfin, peut prouver qu'il est Si on natif. sait que l'élève a vécu ses 10 premières, enfin, je sais Hmm, pas, ses premières années dans un pays anglophone, mais qu'avec ses parents, il parle seulement anglais, hmm. on n'aura pas besoin, évidemment. Ça, c'est du cas par cas. Il faudra bien le stipuler pendant la progression de l'application, etc. Hmm. Maintenant, si vous êtes français, que vous n'avez pas parlé anglais dans vos cours les 2 dernières années, il vous faudra un test d'anglais. Et là, c'est 4. On accepte 4 tests. Mhm. Je sais pas si je l'ai dit. Oui, oui, on est intéressé. Ok, donc on prend TOEFL, on prend Cambridge, on prend IELTS et petit détail, on prend Duolingo aussi, qui est un test Ah, officiel. super. On le prend. Et C'était pas c'est le cas précédemment, je crois, mais c'est bien. Hmm. c'est nouveau, on s'adapte. Super. On aime Ouais, bien Duolingo. on prend le Duolingo. Ok. Voilà. Et est-ce que, c'est une question un peu technique, est-ce que le bac français international, le BFI, est-ce que ça permettrait de ne pas avoir à passer le test de langue anglaise ou Il est en anglais ou il est en français? donc le bac français international, c'est l'option. Donc on peut, bah, évidemment, il y a plusieurs langues. Donc bac français international, soit américain, soit anglais. C'est le bac français, ce qu'on appelait l'OIB avant, l'option internationale du bac, qui est qui donne un curriculum plus bilingue, on va dire, mais ça reste le bac français. Je ne sais pas s'il y a quelques pays qui font des exceptions Ouais, je pense qu'encore une fois, ce sera au cas par au cas. cas par cas. Ok. Et que si on a un doute, parce que c'est vrai que l'anglais, comme tous les diplômes sont en anglais, Hmm. euh, même pour vous, hein, je recommande d'avoir Ouais. un niveau d'anglais. Et s'il est prouvé, pour nous, c'est juste plus facile dans la sélection. Maintenant, si vous voulez essayer de négocier Et pendant la... est-ce que tu sais le score, par exemple, pour l'IELTS et le TOEFL? Oui, alors, IELTS, c'est minimum 7 points avec un 7,5 recommended. Ok. Et pour le TOEFL, c'est minimum 100 points avec un 105 recommended. Ok. Et donc, pas de Pour le- minimum dans les différentes catégories. Comment? Pas de Non. minimum score dans les différentes catégories. Non. Non. Et Cambridge, c'est un Cambridge Advanced C1 ou C2. Ouais, niveau C1 ou C2. Ok. Super. Donc, les élèves ont compris. Vous allez regarder le CV, vous allez regarder les bulletins seconde, première, terminale. Vous allez valider le niveau d'anglais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, une fois que... Ah oui, petite particularité pour ceux qui veulent faire architecture, design ou fashion design. Là, on va devoir besoin d'un portfolio. Hmm. Mais ça, on a les instructions au moment où vous Sur- commencez. Vous cliquez sur architecture, on va vous dire comment faire un portfolio, qui peut vous aider, etc. Euh, mais voilà, pour tout ce qui est artistique, il va falloir un portfolio. Ensuite, la deuxième étape, ça va être un test d'admission. Et le test d'admission va être seulement basé sur de la logique parce que forcément, on prend des élèves français, mais on prend aussi des élèves du monde entier. Donc, des personnes qui ont fait IB, des personnes qui ont fait le système colombien, des personnes qui ont fait le système canadien, je sais pas les différences, etc. Donc, personne n'a les mêmes connaissances au moment d'arriver au test de l'IE. Donc, c'est un test qui va être basé que sur de la logique. Pas besoin de réviser quoi que ce soit. Il faudra juste vous concentrer dans une salle pendant 46 minutes et passer le test. Si vous passez le SAT et que vous avez plus de 1200 points, vous pouvez
skip cette étape. Donc, ça vous fait juste pas faire le test de l'IE. Maintenant, moi, ma recommandation personnelle, c'est que si vous ne passez pas le SAT pour d'autres universités, ne le passez pas pour l'IE, seulement passez le test d'entrée de l'IE. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que à partir du moment où les élèves ont plusieurs universités qui vont demander ce SAT, il y en a d'autres en Espagne, il y en a en Italie, et évidemment aussi aux États-Unis. Et ça permet d'avoir un certain contrôle sur cette note, puisque voilà, un élève qui va avoir 1250, 1300 va se dire, OK, je suis en bonne posture pour une candidature à IE. Euh, mais c'est un très bon conseil, effectivement, de peut-être pas se mettre dans le SAT, qui est un test peut-être beaucoup plus lourd que le test seul de IE, juste pour IE. Et du coup, comment ça se passe pour un élève qui n'aurait pas passé le SAT? Est-ce qu'ils n'ont qu'une chance, parce que le SAT, ils peuvent le passer plusieurs fois, en première, terminale, jusqu'à ce qu'ils aient le score recherché. Comment ça se passe s'ils passent juste le test de IE? Du coup, ils candidatent, Oui, s'ils le passent une ça fois, et va puis être s'ils n'ont pas le bon allô? score, ça y est, Ah oui. c'est... Ça marche? Oui, c'est revenu la connexion. Oui, alors du coup, il n'y a qu'une chance pour le test, effectivement. Donc, si vous n'êtes pas sûr, passez le SAT plusieurs fois si vous le souhaitez, évidemment. Euh, oui, non, c'est Oui, qu'une voilà. fois qu'on... Et parce est-ce qu'il y a des cycles d'admission à IE ou est-ce que c'est en rolling admission, donc en gros candidature Rolling, ouverte et on candidate quand on ouais. veut. Rolling admission, maintenant, il faut savoir que nos bachelors, ils se remplissent très vite. Oui, Donc, si vous savez que l'IE, vous voulez y rentrer, je vous conseille de commencer à le processus d'application en septembre. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez attendre les réponses d'autres universités, attendez un peu plus, mais on ne peut pas vous garantir la place parce que nous, en mai, là, ça va commencer à être plus ou moins rempli Hmm. pour certains bachelors. Oui, donc ouais, démarrer tôt pendant l'automne, mois de novembre, avant la période de Noël, en gros, c'est peut-être la meilleure période pour envoyer son Oui, dossier. ça me permet d'avoir la place de réserver aussi, etc. et de ne pas être trop stressé avec ça, vous, pendant vos examens. Ok. En tout cas, une bonne surprise que j'ai eue cette année avec mes élèves qui ont candidaté à IE, c'est que il n'y avait pas de pression. À partir du moment où ils ont reçu une offre, il n'y avait pas de pression sur le fait qu'il fallait faire un déposit, parce que parfois c'est un peu la mauvaise surprise dans certaines écoles. C'est que tout de suite, il faut dans les 2 semaines faire un gros chèque pour bloquer sa place. Il faut évidemment faire un déposit pour bloquer sa place, comme dans n'importe quelle école. Mais voilà, IE, en tout cas, a dit à les élèves cette année, bah, c'est à vos risques et périls si vous bloquez pas la place, puisque elle pourrait être donnée potentiellement à quelqu'un d'autre. Mais il n'y avait pas cette pression, et donc mes élèves ont pu attendre 2, 3 semaines, un mois et demi, selon voilà, ce qu'ils regardaient, ce qui était quand même assez agréable. Oui, on a quand même oui, un déposit à faire et une limite. Mais maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Et si vous voulez prendre le temps pour le faire, oui, c'est ça, c'est Voilà. votre choix. On ne va pas vous considérer. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de ne pas envoyer son dossier tôt, septembre, octobre, novembre. Voilà, parfois, certains élèves ont peur de le faire à cause de ça. Euh, Il faudra me faire un dépôt à un moment donné, et puis comme ça se remplit vite, il faut mieux pas trop tarder, mais c'est possible de démarrer au début de l'année, voilà, sans trop. Mm. Super. Donc ce test standardisé, on peut quand même se préparer un petit peu sur le site, il y a un petit peu pour se familiariser au moins avec la structure du test. Pas vraiment. Ça ressemble un peu au test de QI en général D'accord. qu'il y a sur Internet. Donc, on ne peut pas vraiment se préparer. D'accord. Non. Donc, c'est pas, est-ce qu'il y a de l'analyse de texte aussi, de travail de synthèse sur des documents, etc., ou c'est vraiment plus de la logique Non, c'est de la logique pure et dure. Parce qu'on va avoir un autre test après qui est le KIRA. Mhm. Et là, le KIRA, ça va être une question. Donc, une fois que vous avez envoyé le dossier que j'ai dit, vous allez avoir un lien automatique vers un KIRA qui va être 3 questions. Et vous pouvez répondre alors, c'est 2 vidéos réponses et une question essai. Donc là, c'est là où on va tester writing skills. Et en gros, ça va être entre 20 et 30 minutes et on veut un peu tester l'improvisation d'un élève face à une question et sa capacité à répondre à une question donnée. Mhm. J'ai pas vraiment d'exemple pour le Kira, mais c'est un peu
Ouais, c'est un peu de l'improvisation et il faut se laisser aller, donner tout ce qu'on a et puis espérer que ça passe. Mais c'est un peu le processus d'admission reflète un peu les cours après parce que du coup on a beaucoup d'improvisation, on a beaucoup de présentations, on a Hmm. beaucoup de participation aussi en cours qui est demandé. Donc il faut être prêt à ça aussi. Donc c'est pour ça que notre processus d'admission il est tel quel. Non, c'est ça, c'est un processus d'admission il faut que les élèves soient motivés, puisque c'est pas en 3 clics, c'est envoyé. Il y a tout le dossier à monter, et ensuite l'étape du test, premier test standardisé, test Kira. Donc des élèves motivés. Et effectivement, je pense que IE fait un bon travail pour évaluer cette capacité des élèves à communiquer, parce que justement, ils veulent des élèves qui participent en classe, qui soient dynamiques, qui aient cette énergie-là. Donc c'est effectivement euh, important. Et donc après ces 2 tests, est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a encore une étape? La dernière étape. La dernière étape, donc si votre dossier est éligible, il y a la dernière étape qui va être un entretien avec nous. Et ça va être le moment où vous rencontrez quelqu'un de l'IE et nous, on vous rencontre aussi après avoir su tout ce qu'il y avait à savoir sur vous sur le papier. Et donc, on va vous demander des questions typiques de pourquoi vous voulez étudier à l'IE, pourquoi vous voulez étudier ce bachelor-là. Par exemple, en relations internationales, moi, on m'avait demandé qu'est-ce que je pensais d'une nouvelle à l'époque, enfin d'une news, Actualité. ouais, actualité, pardon. Donc ça s'adapte un peu à ce que vous voulez étudier. Et on va aussi regarder votre CV et on va vous dire, bon, bah, on a vu quand telle année vous avez fait ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez tiré de votre expérience, etc., etc. Donc un peu classique d'entretien. Je vous conseille de respirer, d'essayer de faire le mieux de vous-même sans être trop stressé et de montrer le meilleur de vous-même. Et tout se passe en ligne, pas besoin de venir sur place. Pas besoin de venir sur place. Je vous le conseille pour voir Ségovie et Madrid, bien sûr. Mais non, à partir du moment où vous cliquez sur Apply Now sur le site internet, vous n'avez pas du tout besoin Ok. de venir à Madrid. Et est-ce que cet entretien, tout le monde est invité à l'entretien et après il y a une espèce de moyenne qui va être faite entre la note à l'entretien, la note au test, la note par rapport au CV, la note par rapport au bulletin, etc. Ou est-ce que c'est seulement les élèves qui ont validé toutes les étapes d'avant sont invités et cette étape-là est la dernière étape à passer avant d'avoir une offre? C'est le deuxième cas. Il y a déjà une filtration avant, parce que par exemple, quelqu'un qui va avoir pas la moyenne qu'on demande pourra pas la mettre à l'entretien. Et comme on a beaucoup d'applications, c'est compliqué de regarder tout le monde si on ne fait Mhm. pas déjà ce filtre avant. Mais voilà, en général, c'est des choses très concrètes. Donc, par exemple, la note de l'anglais. Si la note de l'anglais n'est pas atteinte, si on n'a pas de preuve que l'élève parle anglais, bah, on ne peut pas faire grand-chose. Si l'élève n'a pas le minimum académique qu'on demande, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Maintenant, si vous avez fait telle activité ou telle activité, là, c'est moins. Oui, Ça, ça va moins bloquer. pour nous, c'est pas un blocage, quoi. Ouais. Et alors, sur cette question du blocage potentiel, est-ce qu'il y a des spécialités ou des higher level qu'il faut absolument prendre pour certains bachelors? Est-ce que ça peut être un critère où, si on n'a pas pris la spécialité maths, maths experte ou higher level, je sais pas quoi, est-ce que ça peut être quelque chose qui bloque? Oui, alors on a des matières spécifiques pour bachelor. C'est souvent les maths qui Ouais. bloquent en général. Le reste, on n'a pas vraiment de matière spécifique. Maintenant, alors pour les maths, si vous voulez faire apply mathématiques, business, etc., il y a un peu de maths, donc il vous faudra un minimum de maths. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Que si vous avez des questions particulières sur les bachelors et sur vos matières, je vous invite à contacter le bureau qui est dans votre pays ou le bureau de la France si vous êtes basé en France pour qu'ils puissent vous orienter exactement sur ce que vous avez besoin comme matière. Maintenant, ma recommandation personnelle, c'est vraiment d'être logique avec ce que vous voulez étudier. Par exemple, moi, j'avais commencé par une première L à l'époque, donc c'était que de la littérature. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que j'allais certainement m'orienter dans le business. Du coup, mon école m'a permis de faire une terminale ES. Et en fait, ça m'a un peu sauvée parce que du coup, j'ai eu des maths, j'ai eu de l'économie, j'ai eu un peu de géopolitique aussi. Et du coup, dans ce que je me suis orientée, bah, ça m'a beaucoup aidé en première année.
parce que du coup, les maths, je les connaissais un peu, j'avais déjà des bases en économie, etc., etc. Donc moi, je vous recommande, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, d'avoir une logique dans Une vos logique, études. voilà. Si Ouais, vous êtes intéressé par des études quantitatives, les maths, c'est intéressant de garder ça, quoi. exactement. Ok, super. Bon, ça me paraît très clair. Au niveau des frais de scolarité, est-ce qu'il y a une Mm. différence entre ceux qui possèdent un passeport européen, ceux qui n'en possèdent pas? Est-ce qu'ils sont fixes à tous les bachelors? Est-ce qu'il y a des possibilités de bourse? Oui, alors, on n'a pas de différence entre nos élèves parce que nous, on veut encourager cette internationalité et ça n'a pas de... Enfin, pour nous, c'est un peu de la discrimination si un Espagnol paye moins que quelqu'un qui n'est pas européen, par exemple. Donc, le prix est le même pour tout le monde. Et on a des bachelors en 4 ans qui sont à 25 000 € l'année et des doubles bachelors en 5 ans qui sont à 30 000 € l'année. Une fois que vous avez fait tout le processus d'admission dont je vous ai parlé, vous avez l'opportunité d'appliquer à des bourses. Les bourses couvrent entre 10% et 60% de vos frais de scolarité et on a plus de 21 bourses. Donc, ce n'est pas seulement basé sur le revenu des parents ou sur vos notes. Ça peut être basé sur beaucoup d'autres. Il y a une bourse si, vous avez excellé dans une discipline extrascolaire. Il y a une bourse si vous voulez nous aider à faire les tours des familles qui visitent la tour. Ah oui, d'accord, d'être guide. Ok. Voilà. Si vous voulez faire les guides des campus, vous avez aussi une bourse. Enfin, je ne vais pas vous citer les 21, mais il y en a plus de 21 bourses, donc vous pouvez aussi regarder ça sur notre site internet. Et il y a pour tous les profils. Donc, Est-ce qu'il ça, y a est-ce qu'il y a des bourses automatiques ou il faut forcément aller faire des démarches en plus? il y a une bourse automatique si vous êtes très très bon académiquement. D'accord, bourse Euh, d'excellence. Bourses d'excellence qui sont directement attribuées, mais ça, vous le saurez une fois que vous êtes admis. On vous envoie aussi au moment de l'admission que vous avez cette aide. D'accord. Et donc, bourse d'excellence qui potentiellement. Et est-ce qu'il y a est-ce que c'est une offre conditionnelle par rapport aux notes de fin d'IB ou aux notes de bac? Est-ce que c'est tu es admis à partir du moment où tu as ton diplôme ou est-ce que c'est tu es admis si tu as 14, si tu as 32, si tu as... Ça dépend, c'est au cas par cas. Si on voit que l'élève est un peu fébrile, c'est possible qu'il ait des conditions en plus dans sa lettre D'accord. d'admission. Si on vous voit que ça, c'est vraiment pas au cas par cas et vous allez le savoir une fois que vous recevrez la lettre, vous avez toutes les conditions. Mais en tout cas, si vous n'avez pas votre diplôme de bac, ce sera forcément conditionnel jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme de bac. Oui, bien sûr. Maintenant, s'il y a des conditions en plus de augmenter vos notes en maths, augmenter vos notes en telle matière, ça, ce sera écrit pour vous au cas par cas sur le papier. Super. Donc, je crois qu'on a fait un bon tour d'IE sous plein d'angles différents. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un autre conseil ou un autre message à passer à des élèves qui sont en seconde, première et qui se disent, bah, tiens, c'est une université qui m'intéresse. Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour augmenter leurs chances C'est une bonne question. Alors, moi, je vous conseille, si vous avez l'opportunité, de vraiment augmenter vos activités extra. Bon, alors, non. D'abord, si vous avez, si vous avez du mal en cours, je vous conseille de vraiment travailler vos cours parce qu'on va regarder les notes C'est forcément. la base. C'est la base. Et d'essayer d'atteindre ce 14 dont on a besoin, nous, pour rentrer à l'IU. Et ensuite, si vous avez déjà ce 14 et que vous avez l'opportunité de faire des activités à l'extérieur, je vous recommande vraiment de faire des volontariats, de faire des séjours linguistiques aussi si vous n'avez pas le niveau en anglais, parce que l'anglais, ça Mm. s'apprend assez si vous êtes dans un pays et que vous avez l'opportunité de voyager dans ce pays-là, en Angleterre, aux États-Unis, n'importe quel pays. Je vous conseille vraiment d'augmenter votre niveau d'anglais parce que c'est un autre critère de l'IE. Et oui, voilà, tout ce qui est extra scolaire, de vraiment faire le maximum d'activités, ou même si par exemple votre lycée organise un MUN, je sais qu'il y a des écoles qui font des MUN, des Mm. débats, etc.
participer et vous pouvez le mettre sur votre CV. Donc, et vous en tirez une grande Tout est expérience. valorisé. Voilà. Ça, c'est agréable parce qu'il y a des universités qui ne regardent que les bulletins et les élèves sont parfois frustrés de dire bah, tout ce que j'ai fait, c'est pas Ouais, non. valorisé. À IE, ce sera valorisé. Oui, et d'ailleurs, moi, je pense que c'était un de mes critères quand je suis rentrée à l'université où moi, j'avais commencé quelque chose en France. En fait, je m'étais rendu compte que mon niveau académique comptait. Bon, j'ai fait une prépa. Donc, donc forcément, c'était que académique. Et en fait, quand je suis arrivée à l'IE, on m'a dit, ah, mais t'as fait ça comme activité, t'as fait C'est ça. Et je dis, super. oui, voilà, j'étais beaucoup plus enthousiaste par Mm. l'activité extrascolaire que par ce que je faisais à l'école. Donc c'était aussi un de mes critères enfin, que mon université prenne en compte qu'on ne soit pas Ouais. seulement des Et elle est bien de correspondre, quoi. têtes, quoi. Super. Bah, écoute, Voilà. je pense on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Emma, pour le temps que tu nous as consacré et toutes les informations que tu nous as données. Je pense que c'était vraiment hyper intéressant pour tout le monde. Donc, on vous encourage tous à aller voir les campus si vous avez l'occasion de passer dans le coin de Madrid. Et puis, à bientôt, Emma. À Euh, bientôt. à Merci. bientôt. Et on vous retrouve tous pour un prochain épisode d'Anywhere Uni.